Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour sur la semaine de trading qui a pris plusieurs semaines de retard pour cause d'anniversaire de mariage, pour cause de préparation du Black Friday et aussi de mastermind qui prend du temps dans lequel forcément je m'investis. On va voir aussi rapidement les dédicaces du moment. Je vais vous parler de Georges, sacré morceau, de comment ça va en France. On a fait aussi un test de copy trading dans le mastermind, donc vos questions-réponses, et le retour sur quelques trucs sympas que j'ai pu voir ces derniers temps, que j'ai fait ou pas fait. La première dédicace s'adresse à Hugo Olivia, qu'on a rencontré ici en Andorre par hasard, par TikTok en fait. Voilà, je faisais une petite vidéo sur TikTok sur le trading bien sûr. Et bon, on s'est rencontrés presque par hasard. Et depuis, ben, on passe des petites soirées sympathiques, des petites bouffes. Donc c'était bien cool. Donc je les salue. On est quasiment voisins. Donc voilà. La seconde dédicace s'adresse à Georges. Georges, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avec ma femme par hasard à 2500 mètres d'altitude. Et ce qu'il y a de bien en Andorre, c'est que quasiment n'importe où, même en montagne, bah, vous pouvez rencontrer un mec qui fait du business. Et donc Georges, lui, sa spécialité, c'est les obligations. Il a tout un système enfin bref, c'est génial ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est super business, un ancien chef d'entreprise, donc qui a revendu sa boîte et qui maintenant profite de la life. Et bah maintenant, on se fait régulièrement des petites bouffes, des petites sorties, et c'est sympa. Et d'ailleurs, lui, vu qu'il est dans le business, il m'avait fait une opération. J'espère qu'il me fera pas d'opération, mais il m'a fait une petite observation concernant mon site. Il m'a dit que il était vraiment bien, et aussi sur ma chaîne de trading, il m'a dit que c'était bien de la merde. Et il m'a dit il fallait améliorer quelques trucs parce qu'on se faisait chier, parce que tout ça, voilà. Bon. Alors quand un mec qui pèse des millions, qui est dans le business, etc., te dit là c'est de la merde, ben il faut écouter, il faut essayer d'améliorer des trucs. Donc je cherche encore comment améliorer avec le temps dont je dispose pour faire ces améliorations. Mais j'aimerais pas finir coulé dans une dalle quelque part. Donc Georges, si tu m'écoutes, si tu vois cette vidéo, eh bien, je vais faire de mon mieux pour améliorer le bordel. Voilà. Donc pour le comment ça va en France, si je peux me permettre de poser la question, c'est que ben, nous on peut voir avec les différents business et puis notre entourage de chefs d'entreprise que depuis le mois d'avril, donc exactement le 15-16 avril, date de la réforme des retraites, on a pu voir des baisses d'activité, des baisses de chiffre d'affaires dans divers secteurs en fait, hein, ça touche absolument tout et tout le monde. Et donc ça dure depuis le mois d'avril. Et là, en fait, ces 3 dernières semaines, non, même ces 15 derniers jours, on a un ancien agent immobilier qui nous a téléphoné, alors qu'on n'a plus du tout à faire avec lui, pour nous quasi supplier de lui confier des apparts en gestion locative. Est-ce que vous voulez pas vendre l'un de vos apparts, etc. Et pour finir, ils sont venus mendier un avis Google en nous disant oui, ça va pas en ce moment, on est limite, y a plus rien qui se passe, on est dans la merde. Bon, voilà. Quelques jours après, c'est un transitaire. Un transitaire, c'est un transporteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire venir vos marchandises de l'étranger, il fait les dédouanements, enfin bref, il fait tout. C'est un transporteur si vous voulez, quelque part. Là, c'est pareil, un transporteur avec qui on a travaillé en 2020 qui en fait nous contacte pour dire au fait est-ce que vous avez besoin de nos services parce que hein, ouais, parce que ça va pas bien. Ok. Pareil, hein, là c'était il y a 3 jours. Là j'enregistre la vidéo le 24. Ouais, on est vendredi 24. Et donc c'était à trois jours. Il y a 3 jours, pareil, un ancien fournisseur. Mon ancien fournisseur en Chine qui envoie un mail au meilleur client qui dit oui, on vous propose un all inclusive en Chine si vous voulez venir. Donc en fait, même si on voit les indices à la hausse, ben, en fait ça va pas très bien quoi. Ça va mal. Et
je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont se lancer dans le trading, pas par passion, pas par, c'est pas comme ce qu'on a connu pendant la grande hausse de 2020 suite à la crise sanitaire. Et là, il y a des gens qui vont, je pense, à mon avis, se lancer dans le trading par nécessité, par besoin. Parce que entre les hausses de l'électricité, on a un prix du mégawattheure de 3, je crois, de plus de 300 balles, alors que la France, c'est un pays producteur où le coût de revient est à 42 balles. Bon, bah voilà, quoi. Je pense qu'ils ont décidé de couler le pays. Et encore, je vous en passe des meilleurs. Si vous cherchez un médecin, maintenant c'est la SNCF qui visiblement va ouvrir des cabines de téléconsultation, de trucs à distance. Enfin, voilà, quoi. Donc, est-ce que vous percevez des trucs, vous sentez des trucs, est-ce que ça vous impacte dans le quotidien? Parce que nous, voilà, depuis le mois d'avril, et là encore plus récemment, depuis ces 3 dernières semaines, voilà un peu les signaux qu'on reçoit qui montrent que ça va vraiment, vraiment pas bien, quoi. Donc, est-ce que vous captez ce genre de choses? On a fait dans le mastermind un test en lien avec le copy trading. C'est venu comment? C'est venu parce qu'il y en a, il y a un membre du groupe qui dit ouais, j'ai testé pas mal de copy trading, c'est pas mal, tout ça machin. Et moi j'émettais un peu plus de réserve concernant le copy trading. Et puis à un moment donné, bon bah parce qu'on s'était fait une petite session de trading entre guillemets live entre nous, on parlait en direct de qu'est-ce qu'on fait là où on voit des trucs, enfin bref, on s'est compris. Et à un moment, ouais, plus rien à faire, c'était mort de chez mort. Et j'ai proposé de faire un petit test. Et si on se faisait un petit test en démo de copy trading pour le lendemain. Donc le lendemain, on finit notre session tranquillou. Et puis pendant une petite demi-heure, on a fait un petit truc de scalping. Donc j'ai pris le lead d'un point de vue scalping. C'est moi qui donnais les top départs, mais donc les top départs en scalping, il faut que ce soit vraiment instantané, forcément. Et là, on s'est rendu compte de quoi? Donc sur les 6 du groupe, donc moi je donnais les signaux, en démo hein, bien sûr, pour les 5 autres, on s'est rendu compte que il y en a aucun, enfin sauf un, qui avait les mêmes résultats, ce qui est normalement pas possible, parce qu'on a fait les mêmes réglages, on a volontairement, hein, on a dit prenez exactement les mêmes réglages que moi pour qu'on puisse avoir les mêmes réglages. On a fait ça et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout les mêmes résultats parce que le fait de voir le graphique, de voir le graphique, et ben il y a le mental, il y a la psycho qui fait que ben on hésite. Non, mais là, je le sens pas. Là, il me dit de rentrer, mais non, je le fais pas. Et inversement, là, je serais rentré. Donc, il y en a un qui a pris des trades alors que je donnais pas le signal, etc. Voilà. Celui qui, c'était convenu à l'avance, hein, celui qui a obtenu très fidèlement les mêmes résultats que moi, avec les pertes et les gains qui allaient avec, hein, bien sûr, et ben c'est celui qui a en fait fermé en fait le graphique où il y avait le prix. Il a simplement laissé la palette de scalping où on a acheté, vendre, c'est tout. Et quand je disais top, il faisait. Je disais attention, prépare-toi, là je pense que je vais prendre un achat, etc. Vous voyez la différence, c'est que simplement le fait d'avoir le prix, d'avoir cette influence du graphique a fait que les autres avaient des résultats qui étaient différents. Enfin voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager pour ceux qui sont entre guillemets fans ou qui cherchent du copy trading, que attention, il y a aussi de l'émotionnel, attention, il y a la psychologie du trading qui rentre en ligne de compte dans le copy trading également. Alors pour les questions-réponses, il me semble que j'avais vu un commentaire, je ne sais plus si c'est Hervé, qui avait laissé un commentaire comme quoi, je résume, hein, il cherchait un risque-reward convenable et qu'il y avait un problème de FOMO, des trades de revanche, etc. Bah là, on est vraiment purement dans la psychologie. Et c'est pour ça que j'avais fait une petite vidéo là avec quelques exercices pour essayer de se forcer le mental, forcer la psychologie pour faire des choses qui sont peut-être à contre-nature, comme par exemple l'exercice où on parle de volontairement, en démo bien évidemment, faire des trades rouges pour bien matérialiser, visualiser
comment on fait de la merde pour ne pas le reproduire. Donc voilà, c'est un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment, mais la dernière fois que j'ai fait, je dois dire que c'était très difficile. Et parce que c'est difficile, on bosse. Donc voilà. Et si on va un petit peu plus loin, je pense que lorsqu'on a ces trucs de FOMO, de tout ça, on est beaucoup dans une petite problématique de rapport de lien à l'argent éventuellement. Donc c'est là qu'il y a toute la partie développement personnel qui peut être vraiment adaptée. Ensuite, il y avait une autre question de David. Alors, c'était pas une question, c'était un commentaire suite à ma vidéo où j'expliquais la toute première formation de trading, la seule et unique que j'ai fait, qui m'avait coûté 3000 balles et lui, il avait calculé qu'en gros, oui, ça faisait tant de l'heure et que c'était forcément une arnaque, etc. Ben oui et non. Pourquoi oui et non? Là, on est pareil, on est dans de la psychologie, dans du mindset pur et dur de salarié versus entrepreneur. Le salarié, il voit ça comme une dépense, donc il va forcément essayer de se corréler le taux horaire par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à son plafond de verre, par rapport à ses croyances, par rapport à j'en sais rien. Et on a le mindset entrepreneur, chef d'entreprise. Ou chef d'entreprise, il va regarder quoi? Il va se dire, c'est pas une dépense. Je suis pas un salarié, je vois ça comme un investissement. L'investissement, il dit quoi? Il dit, OK, je vais payer 3000 balles, mais qu'est-ce que ça va me permettre derrière? Là, en l'occurrence, ça a foiré. Mais retour d'expérience faisant, moi, j'ai appris beaucoup de choses suite à ça. Surtout que c'était uniquement la psychologie qui allait me faire devenir rentable. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est une expérience. Et comme tout investisseur, comme tout chef d'entreprise, ben, il y a quelquefois des investissements qu'on fait qui marchent pas. Avec ma femme, lorsqu'on développe différents business, ben, quelquefois, on fait des trucs pendant une semaine, pendant 2 semaines. On bosse, on va avoir mis peut-être 150 ou 200 heures à nous deux à travailler sur un truc et finalement, on va laisser tomber parce qu'on s'est dit, OK, là, on a exploré, on est allé dans une mauvaise direction. Donc voilà, ben, on a perdu du temps, donc forcément on a perdu aussi quelque part de l'argent, mais ça n'a pas marché. Mais en parallèle, on développe plein d'autres trucs qui cartonnent, et voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Taux horaire versus taux se faire payer en taux horaire, en mode salarié, ou versus compétences. Par exemple, si je reprends l'exemple du commentaire d'Hervé par rapport à une problématique de FOMO, c'est quoi la valeur fondamentale de quelqu'un qui va lui débloquer en fait son problème, enfin problème, je dis problème, cette difficulté liée à l'argent qui fait qu'il a du FOMO, qui prend des traites de revanche. C'est quoi la valeur en fait? Donc oui, si moi je regarde d'un point de vue salarié, je vais me dire oui, bon, ok, bon, on va faire un coaching, 70 balles, 80 balles de l'heure. Si on est même micro-entrepreneur, bon, bah, moins la TVA, moins les charges, etc. Bon, voilà, il me reste 60% du truc. Ok. Maintenant, la vraie valeur perçue, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, par exemple, si je prends Hervé en exemple, qu'est-ce qu'il va faire derrière s'il débloque ce truc-là? Si en fait ça lui permet d'être rentable, ça va faire quoi? Bah non, ça vaut pas 70 balles de l'heure. Avec ma femme, par exemple, lorsqu'on prend un coaching d'un vrai mec qui envoie du steak en neuromarketing, je sais pas si vous connaissez neuromarketing, on pourra en parler si ça vous intéresse. Moi, j'adore ça. Que le truc, il vous coûte 5000 balles. Donc oui, David, s'il va regarder, il va dire oui, vous avez dépensé 5000 balles pour 3 heures de coaching, de neuromarketing, mais c'est une arnaque, ça les vaut pas. Ouais, sauf que derrière, le CA, il fait fois combien? Quand tu rédiges ta page de vente et que tu utilises les bons arguments, quand tu as le bon discours, quand tout ça, et que tu l'appliques sur tous tes business, ça fait quoi le truc? C'est là la différence. La mentalité salarié versus entrepreneur. Le salarié considère ça comme une dépense, l'entrepreneur considère ça comme un investissement. Et c'est pour ça que moi, là, j'y vois un parallèle dans le trading. Pourquoi je dis ça? Parce que si on a une mentalité de salarié, bien le salarié, quand il va au travail, il ne perd pas d'argent. Il ne peut que en gagner. Au pire, il se fait virer. Il va pas avoir de trucs négatifs sur son compte. Vous voyez le truc? Un entrepreneur, donc un entrepreneur trader dans sa mentalité, si lorsqu'il prend un trade, il le voit comme un investissement, donc il accepte la perte.
Maintenant, si ces probabilités font qu'il est gagnant rentable sur le long terme, ou par exemple en scalping, sur toute une session scalping, il sait que généralement, voilà, il se prend un rouge ou deux rouges, mais après il fait 10 verts, boum, voilà, il est techniquement rentable. S'il respecte son plan, il est rentable. Donc c'est quoi le truc là? Bah oui, une perte, c'est un investissement. C'est pour ça que j'ai pris ce commentaire parce il est intéressant à débriefer dans le cadre du mindset aussi que j'y vois moi dans le trading. C'est que si on traite comme salarié, on va avoir beaucoup de mal à accepter une perte parce que ce n'est pas normal dans un process, dans une mentalité de salarié de perdre de l'argent sur son compte. Pour un entrepreneur, c'est normal de temps en temps de faire un mauvais investissement qui va pas payer. Et c'est pour ça que lorsque vous faites un coaching, par exemple de marketing, si le truc qui vous fait du x2, x3 sur votre chiffre d'affaires, ben, les 5000 balles, ça vaut rien en fait. Ça vaut ce que ça vaut, mais fondamentalement, c'est un investissement qui est très 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 lucratif et intéressant. Bon, voilà, j'ai fait un peu ce parallèle parce que moi j'ai fait d'autres parallèles qui sont plus en lien avec des problématiques de trading, donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Il y avait aussi un autre commentaire qui me disait mais tu devrais utiliser les Renko sur Ninja Trader parce que les Renko que tu utilises sur ta plateforme c'est le plus basique du basique du basique. Ouais, mais ça marche. Moi j'aime bien cette plateforme, donc je vais pas aller sur une plateforme que j'aime pas du tout parce que j'ai déjà essayé. Et bah moi lorsque je fais une journée totalement verte comme ça, je vois pas d'intérêt de changer de plateforme, de repasser du temps à me réapproprier une plateforme pour finalement avoir fondamentalement le même résultat. Je ne pense pas que ça va vraiment améliorer mes résultats. Par contre, le jour où je croise dans la montagne et que ce soit Georges ou un autre gars qui, qui en discutant me fait, ou même si je prends un coaching, il me fait voir la lumière, il me débloque. Il me débloque en mode, bah écoute, là, t'as un problème parce que par exemple, j'ai un exemple là. Par exemple, là, si tu rentrais à 8 lots, ok, à 8 lots sur le mini Nasdaq, ben, tu vas pouvoir faire x2 sur ton trading. Et le gars, admettons, il me fait, j'en sais rien, je donne un exemple, il me fait une séance d'hypnose, il me fait je sais pas, tous les trucs qui peuvent exister. Mais c'est quoi la valeur perçue? Qu'est-ce qui se passe si je double ou si je triple la, ma taille de position et que je suis à l'aise, que je n'ai pas peur, que je fais pas de la merde, que je respecte ce que je sais déjà faire, que j'augmente juste la taille de position, donc forcément le risque, etc. Si le mec il me débloque, c'est quoi la valeur? Bah, la valeur elle est énorme pour moi parce que ce coaching, admettons que je repaye 5000 balles, et ben il est amorti dans la semaine. Et voilà. Bon voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse, mais c'était un peu pour rentrer dans ce petit truc de mindset salarié versus entrepreneur. Le 14 novembre, lorsque je me connecte pour faire ma session, pour préparer tout mon protocole, toute la procédure pour débuter la session de trading, je vois, donc là, c'est le graphique du Nasdaq, euh, 15 minutes. Je vois il y a eu un gros gap. Et bon, je me dis, bon, gap, qu'est-ce qu'on peut en faire? Généralement, il se dit qu'en bourse, les gaps sont comblés, etc. Donc, on a plusieurs types de gaps, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un biais, donc ce qui est totalement con, au demeurant, parce que je regarde le VIX. Et sur le VIX, je vois que on est en train de baisser, parce que le reste monte, mécanique. Et je vois qu'on est en train d'arriver sur une grosse zone sur le VIX. Et donc, déjà, le VIX est très très bas, il était à 13,6, un truc comme ça. Et je me disais, ok, là, il risque d'y avoir une réaction, on est très proche, donc s'il y a une réaction, le gap va être comblé. Et voilà, dans quelle logique j'ai commencé à rentrer. Et puis, donc j'ai vraiment commencé à avoir un biais baissier. Il faut shorter pour combler ce gap, etc. Et faire des dizaines de points, bref. Et puis, j'ai pris de la hauteur, j'ai regardé, donc avant de me lancer, donc c'est une session que j'ai débutée un peu plus tard,
ou dans laquelle j'ai pas fait grand-chose finalement, mais j'ai fait mon analyse sur les grandes UT et voilà un peu ce que ça donne. Donc, premier élément, donc là, on passe sur le UT 1 heure sur le Nasdaq. Je voyais que cette zone que j'avais tracée quelque temps avant, on voit que elle a été cassée et elle est devenue support. Donc résistance cassée qui devient support, voilà, validé. Et on voit qu'à partir de cette bougie, donc en 1 heure, elle a servi de petit tremplin, vous voyez, au pixel près, hein, à quelques, voilà, 3 points près. Elle sert de rebond pour ce gap haussier. Donc là, j'ai commencé à cogiter et en même temps, j'ai vu que j'avais une autre oblique qui avait été pétée ici. Et là, pour vraiment se rendre compte du truc, faut passer en H4. H4, s'il vous plaît. Voilà, H4. On a quoi? On a ici cette grande oblique, hein, qui nous tient depuis le dernier plus haut, donc jeudi 19 juillet. On voit qu'elle est validée, validée, validée. Elle est cassée. On va zoomer. Elle est cassée. Un pullback dessus et on est parti. On est parti. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, non, ok, t'as un biais, mais ça va pas le faire. Et finalement, j'ai fait que du mini scalping, mais dans le sens de l'achat. Et heureusement, parce que le gap, en tout cas, n'a pas été comblé comme je pouvais l'attendre. Donc, premier élément, c'est ici cette grande oblique qui est cassée, qui laisse à penser qu'on va reprendre une tendance haussière jusqu'à cette oblique que j'ai mis en pointillé, qui elle, en fait, il faut aller voir ça en UT journalière. Alors ça, c'est une plus grosse oblique parce qu'elle part de 2021. Elle est donc j'ai commencé à la tracer le 19 novembre 2021. Elle est validée le 27 décembre et ensuite, elle est validée du coup le 17 juillet. Et là, on est un peu au 1, 2, 3, 4. On est dans une zone un peu d'hésitation. On voit que ça a dépassé. Je vais revenir sur le H1, c'est bien ça. Voilà. On va aller là en pointillé, hein, l'oblique. Et on voit que ça a cassé l'oblique et qu'on est en train de travailler dessus. Donc c'est là maintenant que je vais me méfier. Donc là, vendredi, je sais même pas, je vais finir le tournage de la vidéo et je sais pas ce que je vais faire. Je vais sûrement prendre quelques points, essayer de prendre quelques points à droite, à gauche, mais là, je vais vraiment me méfier parce qu'on est sur une grande oblique qui a quand même fait le job. Le VIX, cette fameuse zone d'1 heure que j'avais pas d'une heure en H4, pardon, que j'avais identifiée, elle a été vraiment bien enfoncée. Là, on a un VIX qui est descendu à 13, ouais, 13, à 13, hein, même en dessous, hein, 12,85. Donc, pas de signe pour l'instant qu'il va y avoir une grosse réaction baissière. En tout cas, je me méfie de ces phases-là pour pas qu'on ait vraiment un retour très important suite à cette grande oblique en UT journalière. Donc, je vais beaucoup me méfier. On a aussi le point pivot, la résistance 2 mensuelle qui est là. Donc, c'est quand même, voilà, c'est des gros niveaux sur lesquels j'évite de prendre des positions. Donc, avant d'aller dans l'opérationnel, je voulais juste vous dire que j'ai modifié mon TP. Je sais pas si vous savez, mais voilà, j'ai deux types au niveau du Stream Deck, j'ai deux types de réglages. Une entrée sans TP, mais avec un stop loss fixe, et une autre entrée pré-réglée également, mais avec un TP fixe. Avant, j'étais à 3 briques, soit 7,5 points. J'ai réduit la taille du TP à 2 briques, donc 5 points. Et en fait, je me suis rendu compte que le TP était touché plus rapidement et plus régulièrement,
d'un point de vue probabilité, quand on va chercher moins de points, en fait, on les obtient plus souvent. Donc, c'est un truc qui me réussit là, et je suis très content de ce réglage. Donc, certes, ça fait entre guillemets, un manque à gagner de 30% du coup, mais je trouve ça plus efficace, que ce soit d'un point de vue la durée dans le trade, et d'un point de vue psycho. Quelquefois, quand c'est lent et qu'on voit que ça revient, ça machin, tu te dis ah ouais merde, mais là si le TP il avait pu être touché, ça aurait été plus cool. Voilà, donc c'est pour l'instant le petit réglage, la petite modification que j'ai faite qui est sympa. Donc là, dans l'opérationnel, on est le vendredi 10 novembre. Vendredi 10 novembre, c'est le jour où justement on a cassé notre première oblique baissière, qui laisse à penser qu'il y a un risque de pullback, etc., à la hausse, mais on peut jamais savoir. Deuxième paramètre qui fait que là, je suis très frileux d'un point de vue trade, hein, comme on peut le voir, hein, c'est pas ouf. Par rapport au nombre de positions, c'est qu'on est aussi sur la résistance 1 mensuelle. En fait, on est en plein milieu. Et forcément, tous ces gros niveaux-là fait que il y a beaucoup d'intervenants qui sont en mode day trading, qui sont en mode scalping, donc c'est vraiment des zones que moi j'aime pas du tout, hein. Je suis pas fort en point pivot. Je les ai toujours considérés comme étant des zones où il fallait se méfier, mais c'est propre à moi, quoi. Donc dans l'opérationnel, ça nous donne un trading hésitant et frileux. Vu le contexte, je me suis dit, il fallait simplement aller chercher que des trucs qui sont vraiment sympas. Donc ça se matérialise pour moi par forcément donc du price action. Euh, Ici, donc le premier trade, il est 15h39. Je laisse passer quelques minutes après l'open pour que ça commence à se poser et que ça prenne une direction. Donc la direction est prise, c'est la direction de la hausse. Et là, premier retracement conforme, hein, sur cette zone, boum, ça revient, ça part, rentrer sur cette brique-là. Donc l'entrée, c'est rare qu'elle soit super parfaite. L'idéal, c'est d'entrer pile sur la brique et d'aller chercher pile le TP, donc à 2 points. Là, on voit qu'à 3 points, ça passait aussi. Mais voilà, tout ça pour dire. Et ça répond aussi à une question qu'on m'avait posée, que j'avais peut-être pas compris. On m'avait demandé comment est-ce qu'on fait pour rentrer sur un trade en Renko. Je sais pas comment les autres font. Moi, en tout cas, je rentre de cette manière-là. C'est-à-dire que on attend le retracement, ou à la limite, même si vous ne faites pas de retracement, dès que la première brique qui va dans votre sens se construit, j'essaie de rentrer de la manière la plus optimum possible dessus. Donc souvent, ça se traduit par une entrée à peu près là. Voilà, à peu près là. Et ensuite, sur futur, l'offre et la demande font que régulièrement le TP est quand même touché. Donc il y a pas de grande difficulté là-dessus. Donc voilà, premier trade avec un TP qui fait le job. Ensuite, il y avait celui-ci que j'ai pas osé prendre pour les raisons évoquées. Il me semblait pas assez pertinent. Comme d'hab, on ne peut jamais savoir à l'avance. Alors celui-ci, je voulais le prendre, mais je l'ai pas pris parce que enfin voilà, j'avais vraiment peur de ce reflux vers la résistance 1 mensuelle. Mais cette configuration-là est vraiment super intéressante. Et lorsque vous l'avez, donc, elle est intéressante surtout lorsqu'elle intervient après une baisse. Lorsqu'on a une baisse et qu'on rebondit sur un gros niveau, sur un gros support, après qu'il était cassé par exemple, et cette config, je me suis rendu compte que elle était dans sa réalisation graphique, elle était vraiment pertinente, que ce soit à l'achat ou à la vente. La condition pour qu'elle soit vraiment pertinente, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut qu'on soit sur un truc qui est pris de la hauteur et qui vient taper un niveau. Et lorsque cette configuration se présente, j'ai vu que, en tout cas, régulièrement, on avait, on avait quelques briques qui s'enchaînaient derrière.
Et en fait, l'explication est simple, c'est qu'on voit simplement la construction d'une petite loi de dos. Alors, voilà, c'est très simple. Mais cette config, voilà, vous pouvez l'avoir à la baisse comme à la hausse. Donc regardez par vous-même. Hein. Moi j'en ai profité pour du coup pas mal revenir dans le passé sur des graphiques et c'est un truc que je vais maintenant prendre en compte parce que ça marche vachement bien. Ensuite, on a un retour. On voit qu'on a une petite loi de dos, enfin pas vraiment une loi de dos, mais que c'est un peu hésitant. On a un niveau ici, 1, 2, 3, qui bloque. Donc j'ai attendu vraiment qu'on ait cette confirmation de loi de dos baissière. Et c'est pareil ici, je suis rentré sur le retracement. Ah, je m'en souviens bien parce que j'étais dégoûté. J'étais rentré j'étais rentré comment dire, sans TP et je voulais accompagner le prix parce qu'il y a une accélération. Et en fait, j'ai eu un slippage et ça m'a fait rentrer très tard. Du coup, j'ai coupé en manuel et j'ai voilà, normalement là, j'aurais pu avoir 4 briques, donc ce qui est pour moi un très bon trade. Et j'ai eu juste mes 2 briques réglementaires parce que j'ai coupé en manuel, parce que rentré tard et derrière on a eu une réaction, donc je me suis fait sortir. Voilà. Donc un peu plus tard, donc quoi, une demi-heure plus tard, il y avait 40 minutes plus tard est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que on est venu vraiment rebondir. On est revenu sur la zone de prix qu'il y avait en H1 et on a rebondi donc sur l'oblique qu'on avait cassé, donc c'est vraiment le résultat du pullback, et pareil sur la résistance 1 mensuelle, donc ça fait une réintégration. Voilà. Et on le voit ici. Alors, si on le voit comme ça, on voit qu'il y a une loi de dos qui se met en place, mais je vous invite régulièrement à regarder comme ça sur vos graphiques. Et là, on voit qu'on a si vous fonctionnez un peu avec des obliques, on voit qu'on a, à partir de là, hein, on peut commencer à voir, il y a une, deux. Si vous tracez ici cette oblique-là, vous allez voir que ici, on a un rebond. Ensuite, l'oblique est invalidé. On a une sorte de pullback et on voit que la loi de dos, elle est vraiment en place. Alors concrètement, dans les faits, elle se met en place bien plus tôt. Hein. Elle se met à partir d'ici. C'est là le point bas du rebond. Mais c'est quand même pas évident de se dire ouais c'est ici que ça va vraiment partir rebondir. En tout cas, moi je prends pas ce genre de risque. On voit que ça c'est le plus bas. Ici après ça devient un plus haut. Ici on revient, mais on dépasse jamais. Et à partir de là, voilà, on a cette loi de dos, on a cette loi de dos, on est de plus en plus haut. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, j'ai arrêté de bosser. Je suis allé bosser avec ma femme pour préparer le Black Friday, pour toutes nos autres activités. Donc, j'étais plus là, mais il y avait des trades du coup qui étaient vraiment sympas à faire. Genre celui-ci, on a bien un retracement. Donc là, on voit il y a une petite zone. Hein. On voit qu'elle est cassée parce que ça a résisté là, là, ici. Là, ça a travaillé, ça a cassé, c'est revenu en pullback dessus. Donc là, rentrer sur cette brique-là en mode sans TP, je l'aurais tenté. Voilà, même pas je l'aurais tenté, je l'aurais fait. Ensuite, là, il y a une belle, quand on voit le timing, hein, du temps de construction des briques, on voit que ça avance bien. Donc, ce trade-là pouvait aussi être pertinent parce qu'on avait bien notre retracement et boum, on rentrait là, etc., etc. Mais comme d'hab, hein, si vous n'êtes pas devant, vous pouvez pas le faire. Le jour d'après, toujours un peu après l'Open, ça bougeait pas énormément. Et cette fois-ci, je joue toujours le retracement, je travaille toujours sur ce retracement et je suis slippé. Ça va assez vite. Mais finalement, l'entrée est pas trop mal, mais pas aussi bien que j'aurais aimé. Et vu que je voyais que ça envoyait, je me suis dit non là on a cassé ce un 2 3
c'était cassé, on est revenu dessus, on a rebondi. Là, tu mets pas de TP, tu vas laisser accompagner. Ben finalement, j'ai pas encaissé grand-chose parce que on a rebondi, on est revenu. J'ai soldé avec quelques points en gain, mais voilà, si j'avais eu ce petit TP à 2 briques, ben ça l'aurait fait. Le trade suivant est pas comme d'habitude parce que je suis rentré donc à l'achat, mais sous d'autres conditions, toujours basé sur le price action tout simplement et les obliques. Et lorsqu'on fait comme ça, bah, on peut quand même voir qu'il se passe quelque chose, hein. On voit bien qu'on a un plus bas là, on a une inversion. Et si on allait tracer l'oblique réglementaire, on pouvait voir que ben, à partir de ce point-là, on avait quand même une petite indication, hein. Là, c'est pas venu toucher, mais quand même pas loin. Derrière, on a ce plus bas, et à partir de là, une belle réaction qui commence à casser, mais c'est là que c'est intéressant, si on voit bien qu'il y a une loi de dos qui est mise en place, et on est parti. Moi, c'est là-dessus que j'ai tradé, hein. C'est sur cette validation, sur ce pullback, et donc je suis entré sur cette brique-là volontairement pour le coup, parce que j'ai vu que là, ça s'est formé assez rapidement, et je me suis dit, ah zut, bon, puis lorsque c'est redescendu, je me suis dit, allez, vas-y, comme ça, le fait de rentrer un peu plus bas, ça va augmenter, ça va optimiser l'entrée du trade, vu que pour moi, le sens de l'achat était pertinent. Donc j'ai réussi à gratter en fait une brique et demie, c'est cool. Et je suis bien sorti assez haut, parce qu'en fait j'ai juste accompagné avec le stop profit, donc avec le stream deck, hein, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et donc trade dont j'étais vraiment très content. Le suivant, il s'est enchaîné du coup, ben, combien de temps? 4, ouais, moins de 4 minutes, 4 minutes après, il est basé toujours sur la loi de dos. Ouais, je sais, je me répète, mais le trading c'est chiant en soi, quoi. Donc on voit que une fois que la loi de dos est validée, eh bien cette zone-là, hop, un petit retracement et boum, on est parti. Donc entrer sur ce niveau-là. Et derrière, c'est pareil, hein, j'ai accompagné beaucoup plus tard. J'ai fait beaucoup plus que le TP réglementaire. Et puis après, ben c'est pareil, je suis allé bosser avec ma femme. Donc je crois que j'ai pas fait d'autres trucs. Ouais, alors qu'il y avait là, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment chouette. Alors celui-là, peut-être pas forcément, parce que ça m'aurait fait peur entre celui-là. Là, on a un plus bas qui est plus bas, donc ça m'aurait fait un petit peu peur. En revanche, si j'avais tracé sur du 2 minutes et mis en 100 ou 200 ticks, je l'aurais peut-être pris. Là, celui-là, il était intéressant parce on a notre petit retracement réglementaire, boum, sur cette brique-là. Là, je considère que ça touche pas, mais là, vraiment, on est au pixel près et c'est intéressant. Une entrée ici était pour moi pertinente. Ensuite, si on va plus loin, on voit que voilà, ça tricote, ça part. Hop, on retrace, hein, ce plus bas est plus haut que le précédent. Hop, validé, ça passe encore. Et voilà, et on avait quand même de quoi faire. Donc vraiment bien. Et si on est vraiment académique, on a encore celui-là qui est vraiment, vraiment très pertinent et qui offre un bon potentiel, hein. Donc, TP de 2 briques très largement atteint. Et si on se fait plaisir avec un stop profit d'accompagner le trade, bon, bah, voilà. Il y a juste ici, sur celui-là, on pouvait se faire sortir rapidement, un peu plus tôt que prévu, parce que, hop, on est venu quasi faire 2 briques de mèche. Donc on pouvait se faire sortir, mais c'est pas grave, hein, si on accompagnait, genre ici, au niveau du stop profit, on se faisait sortir ici, mais ça fait quoi? Ça fait une, deux, 3 briques. Fondamentalement, on est bien. Si vous avez des problèmes du type patience, impatience, surtout, regardez quand même si vous êtes en Renko ou en petite unité de temps, en mode scalping, regardez quand même tout, voilà, tous ces mouvements qu'il peut y avoir, tous ces points qu'il y a. Il suffit juste d'être patient et
d'appliquer strictement votre plan. Et il n'y a pas de raison, d'un point de vue technique, que ça ne fonctionne pas. Ensuite, c'est de la psychologie. C'est vous qui devez faire le job de la discipline, d'être conscient que vous êtes en mode chef d'entreprise. Un trade, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Si vous pensez dépense, vous allez perdre. Si vous pensez investissement, ok, vous avez fait un investissement, il a foiré, mais l'investissement d'après, ben, il va fonctionner. Donc, alors mercredi 22, je monte cette journée parce que la session est courte et je l'ai trouvé efficace. Pas mal de trades en peu de temps, les configurations s'y prêtent. Il y a deux trades qui sont entre guillemets pas terribles parce que ça hésite un petit peu, mais fondamentalement, c'est les journées type que j'aime bien, que je cherche à reproduire le plus souvent possible, quitte à avoir sur un trade par exemple de prendre qu'une brique ou juste 2 points ou 1 point et demi. Mais voilà, cette journée m'a beaucoup plu. J'ai commencé tardivement parce que je bossais à côté, et donc la première entrée se fait sur cette brique-là. Et là, il y a eu de l'hésitation. Du coup, bon, ça a monté, j'ai sécurisé à break-even, enfin plus un tick. Et je me suis fait sortir. Donc bon, ensuite celui-ci a fait le job. Hein, pareil, on est sur un retracement, donc ça passe, c'est conforme. Le job est fait. Ensuite, celui-ci, pareil, on vient retracer sur celui-là ici. Là, il est top. J'ai même pris un peu plus de points que d'habitude. Ensuite ici, slippage et une entrée qui est par contre moins sympathique. Donc en fait, c'est un trade que j'ai coupé. Généralement, ce que je fais, c'est lorsque ça hésite trop, que je le sens pas, je me donne une chance avant de clôturer en perte, de mettre limite à un tick. Donc j'ai un bouton préprogrammé, hein, target 1. Et là, bah, lorsque je le mets, bah, lorsque le prix revient, bah, je me fais sortir à plus un tick. Voilà, donc ça couvre les commissions et frais de bourse futurs. Et en gros, voilà, c'est un trade, on n'en parle plus parce que je le sentais pas. Derrière, il était bon, mais l'entrée n'a pas été faite elle a pas été faite au bon endroit. Donc, c'est bien fait pour moi. L'idéal, le top aurait été de rentrer sur cette brique-là, en retracement de cette zone-là. Et là, on avait bien notre TP qui était largement atteint. Ici aussi, cette petite mèche-là vient de taper pile poil la résistance, enfin le support précédent qui devient résistance. Je rentre tardivement, je vois que ça hésite, ça tarde pas. J'ai soldé en léger gain. Et bon, on voit derrière que c'est bien parti. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne peux que m'améliorer normalement. Et là, on voit alors ici, c'est un peu différent. C'est que on a en fait en M1, on a une zone qui se crée. Et on voit que le prix, donc du Wyckoff pur et dur, hein, le prix revient sur la zone et on a un départ. Et là, en fait, je prends un premier trade qui est basé sur rien d'un point de vue Renko, mais qui est basé sur le 200 tick, car on vient taper correctement la zone. Et donc là, on vient chercher quelques points. Là, après, je vois qu'il y a une autre impulsion, je re-rentre et puis finalement, ça hésite, donc je close à un tick. Ensuite, on revient et là, c'est pareil, je rentre un peu tard, donc je close avec un léger gain. En fait, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça parte fort et c'est pas parti fort. Donc là, c'est un problème chez moi, hein, d'un point de vue psycho, ce côté patience faut attendre hein, que ça parte. Et ça montre aussi que l'entrée n'était pas forcément la plus précise possible. Donc c'est ça que je travaille de plus en plus et c'est ça que j'essaie de faire toujours. Toujours après ici, dans le cadre de ces impulsions, je me suis dit ok, on va aller revenir par ici. Donc je suis re-rentré à l'achat
et re-rentrer à l'achat toujours pour des petits gains. Mais bon, ça fait largement le job. C'est sûr que je pouvais faire beaucoup mieux et je vais faire beaucoup mieux les prochaines fois. Voilà pour les graphiques, je pense que ça sert à rien de faire des jours et des jours et des jours. En tout cas, si ça vous aide, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dès que je peux, je réponds, que ce soit en commentaire ou par mail, hein, c'est avec plaisir, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vendredi, donc c'est Thanksgiving USA, donc pas de trading. On va quand même voir le petit calendrier éco pour la semaine prochaine. Et bon, après, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo sorte demain matin, donc samedi matin, car je sais que bien, si vous bossez beaucoup sur votre trading et que vous bossez en parallèle dans un autre taf, c'est le week-end que vous bossez. Généralement, si vous faites comme moi avant, ben, samedi matin, dès 7 heures, des fois 6 heures, ben, j'étais déjà sur les graphiques et je bossais. Et dimanche, c'était pareil, je bossais. Donc voilà, on va essayer de mettre ça samedi matin tôt. Comme ça, c'est déjà disponible pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc on a dit Thanksgiving aujourd'hui, donc pas de trading, hein, parce que la bourse va fermer plus tôt. Et on voit le calendrier, quoi. Lundi 27 novembre, sur les US, permis de construire à 14 heures. Si je pense pas que je vais trader, mais en tout cas, si je suis dans le marché à ce moment-là, je ferai gaffe. Je surveillerai le pré-market. 16 heures, vente de logements neufs, oui, je ferai attention à cette heure-là. Généralement, il y a un petit pic quand même d'activité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, plus grand-chose. Arrivé à 19 heures, ça fait longtemps que je serais passé à autre chose. Après, mardi, confiance des consommateurs, 16 heures. Ça, je sais pas. Donc, quand je sais pas, dans le doute, c'est comme s'il y avait de l'explosif, une mine. Donc, je fais pas. Je mettrai un petit marquage sur le graphique pour me méfier de 16 heures. Euh, Discours Bowman, FOMC, ouais, méfiance. On sait jamais ce qu'ils disent. Si jamais il y a un mot qui sort, il peut y avoir de l'agitation, donc prudence. Ouais, mardi, peut-être pas terrible. Euh, Après, mercredi 29 novembre, sur l'Europe, IPC Allemagne, voilà, il se peut qu'il y ait du mouvement. 14h30 USA, donc le pré-market PIB trimestriel, ouais, il peut y avoir du mouvement, donc prudence. Ensuite, rien de spécial. Jeudi 30, 8h45, Europe, IPC France, PIB France. Pour ceux qui sont sur le marché Europe, sur le CAC, il peut y avoir un peu d'agitation. Euh, Après, sur l'Europe, chômage, Allemagne, ouais, il y a moyen que ça bouge. 11 heures, toujours Europe, l'IPC annuel, mensuel, ça peut bouger. Donc, prudence. 14h30, indice des prix, des consommations des ménages, ouais, faut faire gaffe. En plus, c'est pré-market. Donc là, pour moi, grosse prudence. Williams, FOMC, entre les deux, entre le pré-market et l'open, faut faire gaffe. Donc je ferai vraiment rien, ni en pré-market, ni je pense après l'open. J'attendrai, ouais, passer peut-être 15h45. En tout cas, 16 heures aussi, vente de logements neufs. Je vais faire gaffe. Et après, ça a l'air clean, en tout cas pour moi, pour le marché US. Vendredi, comme d'hab, vendredi, c'est vendredi, donc vendredi, faut faire attention. Euh, PMI manufacturier France, ouais, ça peut bouger, idem Allemagne. Donc attention. Et indice PMI 16 heures sur les US, pareil, je vais faire gaffe, je vais le marquer, tout ça. Et à 17 heures, ouais, discours de Powell. Donc là, vraiment, je vais essayer de bosser dans cette petite fenêtre
s'il y a des trucs à faire. Sinon, voilà, ouais. Je vais pas faire le malin, surtout quand Powell parle. C'est généralement, il peut y avoir des réactions, donc quand je sais pas, j'aime pas ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à très bientôt. Soyez prudents dans votre trading. Plus la fin d'année va approcher, donc surtout les vacances de Noël, plus la volatilité va tout doucement baisser. Donc intégrez ça à votre plan de trading. Euh, pour ceux qui sont vraiment impatients, bah, justement, votre patience va être mise à rude épreuve car la volatilité va baisser. Et ça va bien vous faire chier si vous êtes en scalping comme moi. Donc moi, généralement, j'arrête la saison, on va dire, à quelques jours, une semaine des vacances de Noël, et puis ensuite on revient. Généralement, je laisse passer une semaine après l'ouverture du marché, car c'est pareil pour la nouvelle année. Les mecs, ils ont tendance à démarrer fort, et après les vacances, voilà, je laisse toujours quelques jours à une semaine pour voir un peu ce qui se passe, quelles sont les bonnes résolutions ou pas qu'ils ont pu prendre, les gros, et je commence seulement après. Bah, je vous dis à bientôt.